chaleur le plus efficace. D'accord? Donc, on va parler, c'est ce que je vous disais précédemment, un petit peu plus tôt dans le cours, la fameuse sudation ou transpiration, comme on peut appeler communément. Ok? C'est le moyen le plus efficace pour dissiper la chaleur. Ok? On appelle ça la thermorégulation. Ok? La sudation, c'est de la thermorégulation. Qu'est-ce qui va se passer? Le débit sudoral, c'est-à-dire la quantité d'eau éliminée par la transpiration, va dépendre de l'élévation de la température corporelle. Logiquement, plus la température corporelle augmente, plus je vais avoir besoin de transpirer pour thermoréguler et diminuer ma température corporelle, respecter mon homéostasie, rester le plus proche possible de ma température de 37,2 d'homéostasie. Donc l'abaissement de la température, seuil de déclenchement de la sudation, et l'augmentation du débit sudoral maximal sont des réponses adaptives, positives, de l'organisme à l'entraînement physique. En gros, un sportif transpire plus vite et de manière plus importante qu'un sédentaire. C'est bien de transpirer, c'est une très bonne chose. Ce sont des réponses adaptatives de l'organisme à l'entraînement physique. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je vais abaisser, donc plus je vais m'entraîner, plus je vais avoir l'habitude de m'entraîner, plus je vais abaisser la température de seuil de déclenchement de la sudation, et l'augmentation du débit sudoral max. C'est-à-dire qu'un sédentaire, pour commencer à transpirer, il va falloir que son organisme arrive, alors on donne un exemple, on part à 37,2 température homéostasique. On commence une activité physique. Un sédentaire, d'accord, pour commencer à transpirer, il va falloir peut-être que sa température corporelle arrive à 38, j'ai n'importe quoi, ou 38,2. Seulement là, on va appeler ça le seuil de déclenchement de sudation. D'accord? Seulement là, il va augmenter son débit sudoral et commencer à transpirer. Autrement dit, il va attendre d'être haut en température corporelle pour commencer à transpirer. On l'a vu, plus la température corporelle s'éloigne de la température d'homéostasie, plus je perturbe l'ensemble de mes mécanismes chimiques dans mon corps et moins je suis efficace et efficient pour faire du sport. Donc du coup, je perds en efficacité, en efficience dans mon activité physique. À l'inverse, un sportif, plus il est entraîné, plus il va avoir l'habitude de s'entraîner, plus la température de seuil de déclenchement de sudation va être basse, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer à transpirer à 38 ou 38,2 comme un sédentaire le ferait, il va commencer peut-être à transpirer à 37,5, 37,6. Donc plus bas, on va abaisser le seuil de déclenchement de la sudation et on va augmenter la transpiration. Du coup, je vais beaucoup plus thermoréguler. Du coup, ma température corporelle va monter beaucoup moins haut et va être régulée beaucoup plus vite, ce qui va me permettre, d'accord, je vais rester proche de 37,2 plus rapidement et sur un plus long terme, ce qui va me permettre d'avoir des réactions chimiques et un fonctionnement biochimique dans mon organisme beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Donc d'être beaucoup plus efficace dans mon activité physique. D'accord? Mes réactions chimiques se font beaucoup mieux, se font de manière beaucoup plus normale. Donc je vais beaucoup mieux encaisser mon activité physique, être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Ok? Je redonne juste la définition d'efficience, parce que je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. L'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. Ok? C'est pas tout d'être efficace. Si on est efficace et qu'on laisse beaucoup d'énergie, c'est pas très intéressant en activité physique. Donc il faut être efficace et à moindre coût énergétique. C'est l'efficience. On retrouve forcément les mêmes phénomènes adaptatifs chez les personnes sportives ou acclimatées à la chaleur, ou chez les sportifs acclimatés à la chaleur. Il se passe la même chose, Ces adaptations permettent de limiter le stockage de chaleur dès le début de l'exercice, mais attention, du coup, ça entraîne également un risque de déshydratation plus important. Et oui, on a un seuil de déclenchement, de température de déclenchement de sudation qui est plus bas, d'accord? Donc on va transpirer plus vite et on a un débit sudoral plus important. Donc on va transpirer plus abondamment. Donc du coup, on a un risque de déshydratation beaucoup plus important. Du coup, les besoins hydriques sont supérieurs chez les athlètes et les personnes acclimatées à la chaleur. Puisque je suis meilleur en thermorégulation, j'ai besoin d'apports hydriques beaucoup plus importants, puisque je vais éliminer beaucoup plus d'eau pendant mon effort. Estimation de la déshydratation. C'est très difficile à estimer précisément la quantité de la déshydratation. C'est très compliqué. Donc en fait, il y a un moyen assez simple, qui est approximatif, mais peut-être en tout cas le plus simple à mettre en place. C'est évaluation de la masse corporelle avant et après la séance. Autrement dit, poids du corps avant moins poids du corps après égale perte liquidienne. Ces pertes doivent
impérativement être compensé au cours de l'exercice et après l'arrêt de l'effort physique. Ok, on doit compenser les pertes liquides que l'on a eues pendant l'effort. Je m'arrête juste une petite minute là-dessus. On connaît tous quelqu'un qui veut perdre du poids, qui va courir ou fait du sport et se pèse tout de suite après la séance. Ok, et elle a perdu 500 grammes, elle est toute contente. C'est la plus grosse des conneries. On sait tous, enfin en tout cas j'espère que vous le savez, mais maintenant vous le saurez, qu'elle a perdu que de l'eau. À l'instant T, la perte de poids ne peut se quantifier que par l'eau. Je vous rappelle que pour perdre 1 kg de graisse, il faut brûler 10 000 kcal. D'accord? Ça marche? C'est logique, hein? Je reviens là. Du coup, excusez-moi, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure, j'ai oublié. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. C'est 9, quelque chose exactement. D'accord? Donc si on veut faire simple, si on fait un calcul simple, 1 kg de lipides, c'est 10 000 kilocalories. Autrement dit, perdre 1 kg de graisse, il faut brûler 10 000 kilocalories. Dites-vous bien qu'une séance de footing déjà un petit peu intense sur 45 minutes, c'est 600 kilocalories. On est très loin, d'accord, des 10 000 kilocalories qui seraient significatifs pour 1 kg de graisse. Autrement dit, quand on fait du sport à l'instant T, on perd que de l'eau. Ok, sachant qu'il ne faut pas négliger une chose, sur les 600 kilocalories que vous avez perdues dans une séance de footing, vous avez peut-être perdu 200 ou 300 kilocalories issues des glucides, puisqu'on sait que c'est le substrat énergétique prioritaire, et seulement 400 ou 300 issus des lipides. Donc il faut encore diminuer la quantité de lipides éliminés quand on fait ce genre de calcul. Ok, donc autrement dit, pour perdre 1 kg de graisse, il faut brûler 10 000 kilocalories. Ça se représente en activité physique peut-être à 30 000 kilocalories. Les 20 premiers 1000 kilocalories seront issus, attention, c'est pour que vous compreniez, je ne sais pas, c'est difficilement quantifiable, ça dépend des personnes, du type d'exercice, du type d'alimentation, c'est très variable, mais les premiers kilocalories seront forcément perdus issus de la combustion de glucides, puisque c'est le substrat énergétique prioritaire, et seulement après, on aura une élimination de lipides. Autrement dit, vous aurez compris que, excusez-moi, je reviens où j'en étais, pardon. Voilà. Vous l'aurez compris que la perte de poids tout de suite après l'activité physique ne peut correspondre qu'à une perte d'eau. C'est impossible autrement. On ne peut pas avoir perdu de la graisse. Alors, sauf si évidemment on parlait d'ultra trail où les mecs font des sorties de 25 heures. Effectivement, là, je vous parle pour la majorité des gens qui vont en salle de sport et qui font des séances d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc, effet de la déshydratation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On va voir un petit peu, on va essayer de quantifier et de se rendre compte à quoi correspond la déshydratation, d'accord? Donc sur le plan physique, la sensation de soif apparaît lorsque l'on est déjà déshydraté et qu'on en a perdu au moins 0,5 à 1 litre d'eau. Donc quand on a soif, c'est déjà qu'on a perdu de l'eau et qu'on est déshydraté. C'est déjà trop tard, j'ai envie de dire. Normalement, on doit s'hydrater en amont et tout au long de l'exercice pour ne pas avoir cette sensation de soif, ok? Donc effet physiologique par rapport à la masse corporelle. Perte d'1% de la masse corporelle d'eau, ça diminue les performances intellectuelles et physiques. Donc déjà, au bout d'1%, on a une diminution des performances intellectuelles et physiques. Okay, 2%, on a une diminution de 10 à 20% des performances en endurance. 4%, diminution de 40% à 18 degrés et de 60% à 41 degrés, importance de la chaleur des performances en endurance, plus diminution des performances en force. Okay, je reviens juste sur les températures ici. Il faut savoir que la chaleur, c'est l'un des paramètres le plus influents sur la performance physique. Ok, plus il fait beaucoup plus que le froid. Ok, la chaleur influe énormément négativement sur les performances physiques. On le voit avec ces chiffres ici. 5% de perte par rapport à la masse corporelle. On a des signes secondaires de déshydratation, crampes, vomissements. Ok, 10%, on a un risque pour la vie. 12%, on est en incapacité de s'hydrater, on est alité, on est sous perfus. 20%, c'est terminé. Fin du bal. On plie les musiciens, on range l'orchestre, on est mort. Ok, donc, importance de l'eau et de l'hydratation dans le corps humain. Donc, sur le plan physiologique, l'hypovolémie. Alors, je vais vous la définir. L'hypovolémie, c'est le volume d'eau dans le sang. Autrement dit, ça correspond au volume de plasma sanguin. D'accord? Donc, l'hypovolémie, quand on est en hypovolémie, c'est qu'on est en diminution de volume d'eau dans le sang et donc en diminution de volume d'eau dans le corps humain. Or, on a vu sur les diapos précédentes que pour éliminer la chaleur corporelle, d'accord, il faut que
cette chaleur-là sorte des muscles, passe par le sang, donc par le plasma, pour être acheminée vers la peau et être après éliminée par la transpiration. Je vous rappelle. D'accord? Donc du coup, si on est en hypovolémie, on a un volume d'eau dans le sang, donc un volume de plasma sanguin qui est plus bas. Okay? Donc du coup, on va perturber notre thermorégulation. On va être moins efficace. Donc qu'est-ce que ça va avoir? Ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir augmenter la température du seuil de sudation. D'accord? Donc, au lieu de transpirer à 37,6, 37,8, je vais transpirer à 38, 32. OK? Et en plus, je vais diminuer le débit sudoral maximal. Autrement dit, on revient par exemple à des normes d'un sédentaire pour un sportif. D'accord? On a expliqué avant, j'ai pris le temps d'expliquer précédemment. Pour un sportif entraîné, la température du seuil de sudation était plus basse pour un entraîné que pour un sédentaire. Et le débit sudoral maximal était plus important pour un sportif entraîné que pour un sédentaire. On l'a vu, je l'ai expliqué en détail, j'ai pris le temps de l'expliquer juste avant. D'accord? Donc, par contre, si je suis déshydraté, eh ben, ces paramètres-là que j'ai améliorés avec mon entraînement vont retourner à la hausse, ok? Ou à la baisse pour le débit sudoral, en tout cas, vont retourner comme si j'étais sédentaire. Je vais augmenter ma température du seuil de sudation et je vais diminuer mon débit sudoral max, ok? Ça va avoir pour conséquence d'augmenter le stockage thermique, logique, on l'a vu, on a une moins bonne thermorégulation à cause de ça, d'accord? On a une moins bonne thermorégulation, donc on a une dérive de la température interne avec une augmentation de la température interne. Qu'est-ce qui se passe? On l'a expliqué précédemment, réduction des activités enzymatiques, diminution de l'efficacité du métabolisme énergétique, ok? J'augmente ma température corporelle interne, je n'arrive plus à thermoréguler, ou en tout cas je thermorégule moins bien, j'augmente ma température corporelle interne, je diminue l'activité enzymatique, je perturbe toutes mes réactions chimiques, toutes mes réactions biochimiques à l'intérieur de mon corps. Okay? Je deviens moins efficace pour tout. Il existerait une température interne critique d'apparition de la fatigue qui serait abaissée sous l'effet de la déshydratation. Apparition précoce de la fatigue. D'accord? Donc cette température interne critique d'apparition de la fatigue, plus je suis déshydraté, plus elle diminue. Donc plus je suis rapidement en état, en situation d'être fatigué. Ok? L'hypovolémie, ça a pour conséquence aussi, je rappelle, c'est diminution de la quantité d'eau dans le sang. Donc diminution du volume d'eau dans le sang, du plasma sanguin. Donc, logiquement, obligatoirement, on augmente la viscosité sanguine. Je vous rappelle juste un petit parallèle à ce qu'on avait déjà vu quand on parlait du taux d'hématocrit. Je vous expliquais que plus vous augmentez votre taux d'hématocrit, plus le nombre de globules rouges dans le sang est important, d'accord? Plus la composition du sang est modifiée. Je vous rappelle, plus le taux d'hématocrit est important, plus la place pour le plasma sanguin est faible. Et je vous avais donné pour exemple les cyclistes, d'accord, de haut niveau, qui ont un taux d'hématocrit, en tout cas à l'époque du dopage à l'EPO très élevé. Ils avaient un taux d'hématocrit tellement élevé, d'accord, qu'il n'y avait plus beaucoup de place pour le plasma sanguin et donc pour l'eau dans le sang. Donc ils avaient un sang très épais, je vous avais parlé même de pâte à crêpes, je vous rappelle. Okay, donc on avait une viscosité sanguine très importante et je vous expliquais que pendant le Tour de France, la nuit, ils se levaient tous les 2 heures pour pédaler sur un home trainer pour forcer le cœur à fonctionner, à pomper, à faire circuler le sang parce que sinon le sang était tellement épais qu'il risquait des arrêts cardiaques, d'accord? Donc c'est un peu le même principe là. C'est pas qu'on augmente le taux d'hématocrit, donc on diminue le plasma sanguin, c'est qu'on diminue la quantité d'eau dans le sang, donc du coup on diminue logiquement le plasma sanguin, d'accord? Le volume d'eau dans le sang. Donc ça a les mêmes conséquences. On augmente la viscosité sanguine. Du coup, ça a les mêmes effets. Réduction des activités de transport, O2 et nutriments, et d'épuration, acidité du sang. D'accord? Donc le sang est plus épais, la viscosité sanguine est augmentée. Du coup, la circulation sanguine se fait moins bien. Okay, donc on réduit les activités de transport des O2 et du nutriment qui sont transportés que par le sang, je vous rappelle, et épuration de l'acidité du sang, élimination des différents déchets métaboliques, notamment les IOH+. Okay. Augmentation des contraintes sur le système cardiaque, ça c'est ce que j'expliquais, force de contraction plus importante du fait d'une hémodynamique et d'un volume d'éjection systolique défavorable. Le sang est plus épais, le cœur est obligé de pomper plus fort pour le faire circuler. Logique. Toujours sur l'hypovolémie, une baisse supplémentaire du débit sanguin splanchnique, d'accord? Donc splanchnique ou splanchnique, vous trouverez splanchnique, mais CH en français c'est CHE, donc voilà. Donc baisse du débit sanguin splanchnique, ok? Tout ce qui est splanchnique, c'est ce qui appartient aux viscères. Donc on parle du débit sanguin qui est acheminé, du sang qui est acheminé vers les viscères.
Au cours de l'exercice, le débit sanguin destiné au territoire digestif est réorienté, sous l'action des catécholamines, je vais y revenir, au profit des muscles en activité pour permettre l'apport d'eau de nutriments. Quand vous commencez une activité physique, je vous le rappelle, on l'a dit, il y a un phénomène qui se passe, vous avez instantanément libération des catécholamines. Adrénaline, noradrénaline, dopamine, ce sont ces catécholamines qui vont permettre de réguler l'effort. Elles sont responsables de l'augmentation du rythme cardiaque, de la vasodilatation, et vous voyez aussi, elles jouent sur la répartition du sang. Donc, on commence à faire du sport, une activité physique, le sang, on va en avoir besoin vers les muscles pour venir apporter l'O2 et les nutriments nécessaires à la contraction musculaire, au cycle de Krebs, etc. D'accord? Donc, du coup, je vais diminuer l'apport sanguin destiné au territoire digestif. Donc, en cas d'hypovolémie, je diminue encore plus. Il y a une diminution supplémentaire de ce débit sanguin. Du coup, la réduction du débit splanchnique est proportionnelle à l'intensité de l'effort et peut atteindre jusqu'à 80% de sa valeur de repos. Et qu'est-ce qui se passe? Augmentation de risque de survenue des lésions digestives. C'est bien d'apporter moins de sang, mais si vraiment je n'en porte plus beaucoup ou plus du tout, on va avoir des lésions au niveau digestif. D'accord? Il peut y avoir de graves lésions. D'accord? On va avoir aussi perturbation, donc en cas d'hydratation, on n'est plus sur l'hypovolémie, d'accord? On est sur autre chose, on est sur une perturbation des paramètres cognitifs. Je vous rappelle juste la cognition, ce que c'est. La définition, on l'a déjà vu, on l'a déjà donné, mais c'est l'ensemble des processus mentaux qui permettent d'acquérir conscience de son environnement, d'accord? Permettent de prendre conscience de son environnement. C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent du coup à la mémoire, le langage, l'apprentissage, la perception, la prise de décision, tout ça. Donc on va perturber en cas de déshydratation, on va perturber ces paramètres cognitifs. On va avoir, logiquement du coup, par rapport à ça, une diminution des performances dans les épreuves impliquant l'habileté motrice, vitesse de réaction qui diminue. Donc ça va être significatif, cette diminution à partir de 2% de la perte de la masse corporelle. Dans les sports à dominance technico-tactique. On y évite, 2% de perte d'eau par rapport à la masse corporelle. Et il va y avoir une augmentation du niveau de fatigue sous l'effet de la déshydratation, ce qui va entraîner également une diminution de la vigilance pouvant entraîner des blessures. En gros, plus je me déshydrate, moins je suis efficace au niveau cognitif et moins mon organisme est capable de se protéger, donc ce qui peut entraîner des blessures pendant l'effort. Donc, vous voyez un petit peu l'importance de l'eau et de la déshydratation au cours de l'effort. Ça peut avoir de grosses conséquences, de graves conséquences, par rapport notamment à la performance physique. Sachant que lors de la pratique sportive, les pertes hydriques peuvent atteindre 2 litres par heure et celles jusqu'à 10 litres par heure en conditions de chaleur et d'humidité. D'accord? Donc, on peut atteindre 2 litres par heure et ça peut monter à 10 litres en fonction des conditions de chaleur et de l'humidité. L'absorption hydrique par l'intestin grêle, elle, ne dépasse pas de 0,8 à 1 litre par heure dans les meilleures conditions. Donc, ça, on appelle ça, c'est le temps de latence entre l'apport hydrique et la pénétration au niveau sanguin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se gaver d'eau. De toute façon, votre intestin grêle ne peut ingérer que 0,8 à 1 litre d'eau par heure dans les meilleures conditions. D'accord? Parce qu'il y a un temps entre le temps qui passe dans l'intestin et que le sang, parce que vous savez que l'échange entre, on l'a vu, ça aussi, les intestins et le sang se passe au niveau de l'intestin grêle. D'accord? Le temps que ça passe au niveau du sang, il y a forcément un petit peu de temps. Du coup, ce qui est important, et très important à retenir, la conclusion, nécessité de démarrer une activité ou une épreuve dans des conditions déjà d'hydratation optimale à la base, être hydraté au maximum, et avoir un apport hydrique régulier pendant l'activité, avant l'apparition des signes de déshydratation. Ça ne sert à rien de ne pas boire pendant longtemps et de se gaver de 2 litres d'eau d'un coup. Ça ne sert à rien, de toute façon, par heure, vous pourrez ingérer que cela. D'accord? Donc c'est apport hydrique régulier en petite quantité et avant l'apparition des signes de déshydratation. Alors, on va enchaîner justement sur la réhydratation pendant et après l'effort. On va voir un principe sous-jacent à l'hydratation qui est l'osmose. Donc, c'est un principe physique ou chimique plutôt, en l'occurrence, là, autant pour moi. D'accord? C'est un principe chimique. On va expliquer et on va voir comment cette osmose agit sur l'hydratation pendant et après l'effort. Donc, l'osmose, c'est un processus qui conditionne le mouvement de l'eau au travers d'une membrane en réponse à des différences de pression de part et d'autre de cette membrane. Donc, on va expliquer. Lorsque deux solutions ne contiennent pas le même nombre de particules dissoutes par unité de volume, on appelle ça la concentration du solide, d'accord? On observe un mouvement d'eau qui va tenter de compenser cette différence de concentration en diluant le compartiment le plus concentré. Pour faire simple, quand vous avez deux milieux
d'accord? Vous avez deux milieux avec une concentration différente, une concentration d'un soluté, on appelle ça, mais peu importe, une concentration de sel, une concentration de sucre, ce que vous voulez, peu importe, d'accord? L'osmose, ça va être le passage de l'eau du milieu du moins concentré au plus concentré pour pouvoir rééquilibrer les concentrations, tout simplement, et venir à l'osmose. L'osmose, c'est l'équité, c'est l'égalité, d'accord? Donc, l'eau va toujours se diffuser à travers une membrane du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré pour venir rééquilibrer les concentrations de chaque milieu. On va le voir sur les diapos suivantes, ça va être schématisé, vous allez mieux comprendre. Donc ça donne deux définitions. L'osmolarité, c'est la concentration des substances par volume de solvant. Et l'osmolalité, c'est la concentration des substances dans un poids de solvant. Ok? Donc c'est deux concentrations de substances, sauf qu'il y en a une c'est par volume, donc c'est une quantité, un liquide, et l'autre c'est par le poids. Ok? Et ça va nous donner du coup cette osmose, enfin ce principe d'osmose, parce que s'il y a osmose, on est sur des milieux isotoniques, mais ce principe d'osmose, ça va nous donner trois types de milieux, des hypertoniques, des hypotoniques et des isotoniques, que l'on va définir ensuite. Une solution hypertonique, c'est une concentration plus élevée en soluté qui provoque une attraction des molécules d'eau pour dissoudre la solution. Ok? On va le voir sur le milieu, sur les schémas après. On va y venir. Ok? Concentration plus élevée en soluté, qui provoque une attraction des molécules d'eau pour dissoudre la solution. Une solution hypotonique, concentration inférieure en soluté qui provoque un déplacement des molécules pour augmenter la concentration intracellulaire. Donc l'eau va aller de la solution hypotonique jusqu'aux cellules pour qu'il y ait un principe d'osmose. Là, à l'inverse, l'eau va aller des cellules jusqu'à la solution pour créer l'osmose. Enfin, une solution isotonique. Les deux solutions renferment une concentration égale de soluté. Les échanges s'équilibrent. D'accord? Ça ne bouge pas. La concentration est identique de part et d'autre de la paroi, de la membrane. Il n'y a rien qui bouge. Ok, on explique avec un schéma. Ici, vous avez la membrane semi-perméable. Ça veut dire qu'elle laisse passer l'eau. D'un côté, deux milieux. En jaune, le milieu hypotonique. En violet, le milieu hypertonique. On l'a vu sur le diaporama précédent. D'accord? L'eau va toujours aller de l'endroit le moins concentré jusqu'au plus concentré pour venir rééquilibrer les concentrations. Autrement dit, là, j'ai l'endroit le moins concentré. D'accord? Je suis en hypotonie. Une solution hypotonique. D'accord? Là, j'ai l'endroit le plus concentré. J'ai une solution hypertonique. Imaginons que vous avez de l'eau ici, d'accord? Et on a dilué du sucre dedans. Ça parle à tout le monde parce que quand on a quelqu'un qui fait une hypoglycémie, on fait diluer du sucre dans l'eau, voilà, on a l'habitude de faire ça. Okay, vous voyez, au bout d'un moment, le sucre ne se dissout plus, d'accord? Il reste au fond. Ça veut dire que la solution est saturée. Il n'y a plus de place dans l'eau pour absorber, pour diluer plus de sucre, ok? Donc là, on a un milieu où il y a du sucre, légèrement, et là, on a un milieu où il y a beaucoup de sucre. L'eau va toujours aller de l'hypotonie vers l'hypertonique, d'accord? C'est-à-dire que l'eau va passer ici, de là à là, pour venir diluer la quantité de soluté, donc de sucre ici, et donner deux milieux identiques. Donc forcément, ça donne ça à droite. On n'a pas la même quantité d'eau. Par contre, on a la même concentration. Comme ici, il y avait plus de sucre qu'ici au départ, il me faut plus d'eau pour avoir une concentration identique à ce côté-là. Ok? Et là, on est en principe d'osmose. D'accord? C'est important ce principe d'osmose parce que ça va expliquer dans votre intestin, quand vous vous hydratez, notamment avec des boissons, et on appelle ça isotonique, on verra, comment fonctionne la réhydratation. L'eau circule, est-ce que l'eau circule de l'intestin aux cellules ou inversement, d'accord? Pour voir comment on s'hydrate de manière optimale. C'est la même chose pour expliquer. Vous voyez ici, on a la même quantité d'eau des deux côtés. Donc c'est exactement pareil qu'ici, même quantité d'eau des deux côtés. Et ici, c'est un peu plus parlant, on a représenté le nombre de solutés, d'accord, par des petits ronds. Vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup plus qu'ici. Donc ici, on est dans un milieu plus concentré, on est dans un milieu hypertonique. Alors qu'ici, on est dans un milieu hypotonique, il y a moins de petits ronds. L'eau va forcément passer du côté du milieu hypertonique. Donc, ok. Ici, on a moins d'eau, mais par rapport à ici, on a le même nombre de solutés par rapport au volume d'eau. D'accord? Si on fait un calcul du nombre de petits ronds
par rapport au volume de la case, ça va correspondre au nombre de petits ronds par rapport au volume de cette case. Cette case-là, le volume d'eau est beaucoup plus important ici, mais le volume de soluté est beaucoup plus important. Donc ici, on est sur un principe d'osmose. Les deux milieux sont équilibrés en termes de concentration des solutés. Donc, par rapport à ça, on va pouvoir s'arrêter sur les 3 étapes de la réhydratation. Ok? Donc, l'efficacité de la réhydratation dépend de la qualité et de la quantité des liquides absorbés. Ok? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la qualité, mais aussi la quantité des liquides qui sont absorbés, qui vont rendre l'hydratation efficace ou pas. Étape numéro 1, forcément, le comportement dipsique. C'est l'acte de boire. Ok? Et il y a un paramètre important, c'est la palatabilité de la boisson. Donc, la palatabilité, ok, c'est la texture, la notion de plaisir de la boisson. Donc, forcément, il y a le goût, mais pas que. Il y a aussi la texture, le plaisir à boire. Il y a des boissons qui sont plus ou moins épaisses, plus ou moins fluides, d'accord? Donc, ça change la palatabilité et donc le plaisir de boire. Ok? Les apports en boisson sont reconnus comme agréables si la palatabilité de la boisson est importante. Ok? On augmente les apports si la boisson est reconnue comme agréable. Étape 2, favoriser la vidange gastrique. Ok, on l'a vu avant, l'intestin grêle ne peut absorber que de 0,8 à 1 litre d'eau par heure. Ok, alors après, cette valeur peut être modifiée par rapport à différents éléments comme la vitesse de remplissage. Mais toujours est-il qu'il faut boire par petites gorgées, 15 à 20 centilitres toutes les 15-20 minutes. Ok, et l'eau pure étant une solution hypoténique, elle représente le meilleur moyen de se réhydrater. On revient au principe d'osmose. L'eau pure, c'est hypotonique. Je m'explique. Quand je vais boire de l'eau pure, d'accord, je vais être dans ce cadre-là, où il n'y a même pas d'éléments, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas d'éléments, d'accord? Donc là, hop, je suis tout vide. Je vais boire de l'eau, et là, je vais arriver dans mon intestin, ok? Ici, il va y avoir le sang qui passe contre mon intestin pour venir échanger les éléments, d'accord? Et dans mon sang, il va y avoir des éléments. Il va y avoir du glucide, il va y avoir des lipides, il va y avoir si on a l'effort, il va y avoir des déchets métaboliques, plein de choses. On l'a vu, l'eau circule du milieu le moins au plus pour pouvoir rééquilibrer. Donc forcément, quand je bois de l'eau pure, d'accord, je suis un milieu hypotonique, mon eau va très rapidement diffuser à travers la paroi de l'intestin pour venir dans le sang et venir du côté du milieu hypertonique. Donc je me réhydrate beaucoup plus vite. J'apporte très rapidement de l'eau à mon sang qui va après être, l'eau va être après dispatchée dans l'organisme. Ok? Donc voilà pourquoi il était important de comprendre ce que c'est que le principe d'osmose. Donc comme c'est hypotonique, l'eau, elle va circuler rapidement du côté hypertonique. Donc elle va rapidement passer la barrière, la paroi de l'intestin pour venir dans le sang et réhydrater le corps humain. Plus la boisson est concentrée en sucre, plus la vidange gastrique est lente. Et oui, logique. On en revient au même principe d'osmose. Si j'ai une boisson concentrée en sucre, j'ai une boisson qui est hypertonique. Donc du coup, je suis dans ce cadre-là. Mon eau, d'accord, si je bois une eau chargée en sucre, je vais arriver au niveau de l'intestin, il va y avoir du sucre dans mon eau. Il y a du sucre de l'autre côté. L'eau, elle va pas avoir tendance à passer de l'autre côté puisqu'elle va rester du côté de l'intestin où il y a quand même des solutés qui sont concentrées. Donc, elle n'a aucun intérêt à respecter le principe d'osmose. Ok? Donc, il faut également, voilà pourquoi éviter les boissons sucrées pendant l'effort pour la réhydratation. Privilégier les boissons fraîches, 10 à 15 degrés. Augmentation de la vidange gastrique plus participation au refroidissement de l'organisme plus palatabilité plus importante favorise la consommation spontanée. Ok? Lorsque je réunis ces éléments, je favorise la réhydratation. Attention, la vidange gastrique est ralentie par l'augmentation des températures extérieures. Pareil, je l'ai dit précédemment, la chaleur est un paramètre qui influe négativement sur la performance. Ça influe évidemment aussi sur la vidange gastrique et donc sur la réhydratation. Étape 3, favoriser l'absorption intestinale. Là, on revient au principe d'osmose. L'absorption hydrique est favorisée par les solutions hypotoniques ou isotoniques d'hydrate de carbone. Le mélange de plusieurs glucides permettait d'augmenter l'absorption hydrique. Les solutions hypertoniques favorisent la sécrétion hydrique dans la lumière intestinale afin de dissiper le gradient osmotique. Ça, c'est que du principe d'osmose. Donc, je vais m'arrêter, mais normalement, si j'ai été clair précédemment, vous allez comprendre très vite. Vous savez que quand on fait des sports, ils vendent souvent des boissons, on appelle ça isotoniques, ok?
Pourquoi isotonique? Parce que l'isotonie, à la limite, c'est la limite respectable, en tout cas acceptable, pardon, pour favoriser la réhydratation. Et oui, si quand je bois, j'arrive dans l'intestin, ok, avec une boisson que de l'eau, donc hypotonique, on l'a vu, réhydratation accélérée puisque l'eau passe du côté chargé, donc va vite dans le sang. Et si je suis isotonique, c'est encore acceptable, d'accord? C'est-à-dire que c'est on va dire le parfait mélange, parce que c'est comme ça qu'ils le vendent, entre réhydratation et apport de nutriments. C'est le but des boissons isotoniques, c'est de s'hydrater et d'apporter les nutriments que l'on perd pendant l'effort aussi. D'accord? Donc, ils vous mettent des glucides, devant vous mettre des minéraux, etc. OK? Mais pour ne pas que l'apport de ces nutriments, de cette boisson, ralentisse l'hydratation, parce que le but juste avant tout c'est de s'hydrater, il ne faut pas que la boisson soit hypertonique. Si la boisson est hypertonique, ok, l'eau au contraire va passer du sang aux intestins. D'accord? Donc il va passer du sang à la boisson qui est chargée en minéraux pour la diluer et après elle va repasser de l'autre côté des intestins au sang. Donc du coup on perd du temps sur la réhydratation, on est contre-productif. Ça marche? À l'inverse, si on boit que de l'eau, mais là on n'apporte pas de nutriments, et une boisson isotonique, c'est-à-dire juste ce qu'il faut en concentration de nutriments pour ne pas créer l'effet inverse, on va avec l'eau accélérer la réhydratation, et avec les boissons isotoniques, on ne va pas accélérer la réhydratation, en tout cas on ne va pas la ralentir. C'est juste le bon compromis entre hydratation optimale et apport de nutriments nécessaires à l'effort. Voilà, pour le topo sur ces boissons isotoniques. J'espère que j'ai été clair. C'est pas forcément évident, mais voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, intérêt des boissons isotoniques. Il existe au niveau intestinal une coopération étroite entre le transport de glucose, de sodium et l'absorption d'eau. C'est ce que je vous expliquais avant, hein, d'accord? Donc, le glucose stimule le transport de sodium à travers l'intestin. Le gradient osmotique ainsi créé favorise l'absorption passive de l'eau, d'accord? C'est-à-dire que ils vous mettent dans les boissons isotoniques du glucose et du sodium, ok? Ce glucose, ça stimule le transport de sodium à travers l'intestin, c'est de l'intestin au sang. Ça crée un gradient osmotique, donc ça crée une différence entre les deux côtés et ça favorise l'absorption passive de l'eau. D'accord? Donc sous certaines conditions, l'absorption glucose-sodium entraîne une absorption hydrique accrue par rapport à l'eau seule. Donc là, c'est dans les conditions où les doses de ces nutriments, de ces éléments, sont isotoniques. Okay, si on passe en hypertonie, on casse toute la dynamique, on casse tout l'effet de cette chose-là. Au cours de l'effort, privilégier des apports réguliers et en faible quantité. Favoriser l'absorption au niveau intestinal, d'accord? Donc ça, on l'a vu. Démarrer l'effort sur un statut hydrique normal. Ok. Importance de surveiller la couleur des urines. Transparence pour vérifier le statut hydrique. On l'a tous fait, c'est un moyen très simple, c'est tout con, mais c'est très simple de vérifier son niveau d'hydratation, c'est la couleur des urines. Plus elles sont transparentes, plus ça veut dire que mon niveau d'hydratation est important. Plus elles sont colorées, plus la concentration des déchets est importante, ce qui favorise le contact avec la muqueuse de la prostate pouvant entraîner l'apparition de pathologies graves, cancer. Conserver une hydratation supérieure à la normale après l'arrêt de l'activité physique, notamment si elle a donné lieu à une perte hydrique importante, ok? Effort en conditions de chaleur et ou d'humidité, effort de longue durée, pour favoriser le retour à l'état normal. Même quand l'effort est terminé, même si je me suis beaucoup hydraté, obligatoirement j'aurai eu une perte hydrique. Donc il faut conserver une hydratation supérieure à la normale pour revenir à un état normal, un état homéostasique. Ça se tire, c'est bientôt terminé. Courage! Adaptation de l'apport hydrique en fonction de l'alimentation. Ok, il y a forcément un impact de l'alimentation sur l'apport hydrique. Impact d'un régime hyperglucidique. Ok, les athlètes visant à recharger leurs réserves énergétiques en glucides, source de glycogène musculaire et hépatique, dans le cadre d'une activité physique d'endurance ou de développement d'hypertrophie sarcoplasmique, doivent avoir une hydratation supérieure à la normale. Pourquoi? En effet, le stockage d'1 g de glycogène s'accompagne de la rétention de 2,7 g d'eau, d'où l'intérêt d'une hydratation augmentée pour subvenir à ces demandes accrues. Si j'ai un régime hyperglucidique, je dois encore plus consommer d'eau parce que pour stocker du glycogène, j'ai une rétention d'eau qui se fait. Okay, donc c'est l'eau que j'utilise pour stocker le glycogène, ce n'est pas de l'eau qui vient assurer mon équilibre homéostasique, donc j'ai besoin de plus d'apport. Impact du régime hyperprotéiné. Les athlètes visant à développer leur masse musculaire par le biais d'un régime alimentaire hyperprotéiné
doivent avoir une hydratation supérieure à la normale pour faciliter et préserver l'intégrité de la fonction rénale. On explique pourquoi. En effet, l'élimination des déchets azotés issus des protéines est permise par les urines au niveau du système rénal. L'impact de cette contrainte au niveau organique est dépendant de la concentration des différents déchets à excréter. En gros, on estime 7 ml d'eau par calorie d'origine protidique consommée. D'accord? Donc plus je consomme des protéines, plus mon hydratation doit être importante pour éliminer sainement et sans venir trop fatiguer les reins les déchets azotés issus de ces protéines. On en arrive aux glucides, donc du coup c'est la fin de cette première vidéo et de ces premières parties. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai été clair. Voilà, à très vite.